Plus précisément dans l'exposition arcade, est-ce que parmi les 6 jeux, vous arrivez à trouver une culture commune du jeu Il y a quand même, il y a des réminiscences, il y a des points communs, non? Mais je crois que le point commun, il se trouve plus justement au niveau de... C'est presque à un niveau encore voilé derrière le gameplay, un truc encore plus profond que ça en fait. C'est-à-dire que dans les mécanismes psychologiques qui sont en jeu quand on est en face de cette borne, et puis, ou peu importe c'était les supports sur lesquels on y jouait, chacun d'entre eux étant un peu différent, mais le mécanisme psychologique qui est à l'œuvre est un peu du même ordre. Il y a des trucs, au fond un jeu, ça obéit à des mécanismes, fascination, récompense, frustration, des trucs très vagues et qu'on a beaucoup de mal à définir, des choses très molles comme le concept d'immersion par exemple. Chaque fois que je sors le mot immersion à quelqu'un, j'ai souvent des réactions vraiment épidermiques au mot immersion, par exemple, non mais parle pas d'immersion, ça veut rien dire. Et de la part de scientifiques qui s'intéressent au sujet, comme de community managers qui s'appellent définir non plus de l'autre bout de chaîne, quoi. Donc il y a un truc où finalement c'est toutes ces notions-là, des choses vraiment psychologiques, assez profondes, qui sont à l'œuvre derrière un gameplay. Et ça, on peut creuser un petit peu ça, mais c'est plus une sorte de recherche et développement en design, et il faudrait des notions de psychologie, de communication à un certain niveau pour les appréhender vraiment sous cet angle-là. Et je crois pas que ça a été vraiment défriché. On peut essayer de calquer des notions qu'on trouve dans des cours de com ou de psycho, mais on va pas les retrouver vraiment à l'intérieur d'un gameplay, sauf à rechercher. Là pour le coup, sur ces 6 jeux, il y a des points communs, oui. Il y a un point commun dans, je sais pas si c'est immersion, mais dans l'espèce de... quand on rentre vraiment dans le jeu, il y a un moment où quelque chose décroche. Et du coup, on est juste en train de jouer et puis ça nous happe et l'image rétinienne se forme beaucoup plus vite que sur un autre type de jeu, pour les 6. Une fois que la partie est terminée, elle a beau durer 10 minutes, on ferme les yeux, on a encore les petits trucs qui bougent. Et tout ça, c'est des mécanismes psychologiques assez profonds, c'est de l'ordre du type de détente qu'on va y rechercher en fait. Une détente au travers d'une espèce de tension, mais à chaque fois c'est rythmé. Les images, c'est vachement coloré et en même temps simple. Donc il y a tout un esprit qui n'était pas volontaire, je ne sais pas s'il est volontaire ou non, mais il y a un truc un peu no logo dans les 6. Il y a une musique qui est un peu trans dans les 6 aussi, un peu hypnotique. Et il y a au bout d'un moment le même type d'effet sur la psychologie. Donc oui, bien sûr, il y a des points communs. Je me permets d'avancer justement sur les questions, puisqu'on parle d'effets hypnotiques. Oui. Est-ce que vous avez une opinion concernant justement ces effets d'hypnose, de trance rythmique ou de concentration extrême qu'on peut rencontrer dans les jeux vidéo? Je crois qu'ils sont, à moins de rechercher des grandes familles comme ces 6 par exemple, je ne vais pas dire que les 6 sont exactement de la même famille, je ne sais pas, je ne veux pas m'avancer à ce point-là, mais à moins de distinguer des grandes familles, c'est quand même difficile de dire qu'on a le même type d'effet sur chaque jeu vidéo. Ça implique vraiment des choses très différentes en fait. En fait, on joue à un jeu pour des raisons qui sont très différentes de celles pour lesquelles on pense y jouer souvent. C'est-à-dire qu'il y a des... Et il m'est arrivé de jouer à des jeux qui sont, je sais pas moi, par exemple un jeu de construction ou je sais pas quoi, parce que j'aime bien le bruit de la neige ou telle animation à tel moment par exemple. Il m'est arrivé de jouer un personnage dans tel type de jeu parce que quand il fait ce pouvoir-là, il y a tel type de musique et j'adorais ça. Donc ce genre de choses qui sont des micro-trucs auxquels on fait très peu gaffe en réalité quand on dit voilà c'est un jeu sur ça, c'est une aventure, c'est une construction, je sais pas quoi. Mais au fond du fond c'est pas ça. Au fond du fond c'est d'autres choses qui sont en jeu, qui sont de l'ordre de... Finalement, ça reste quand même de l'ordre de la narration au sens où on pourrait regarder un écran et pas être interactif, mais ce côté interactif qui est aussi plus ou moins un mythe, on en parlera plus tard ou on n'en parlera pas, mais en tout cas pas aujourd'hui, j'en sais rien, mais ce côté interactif présumé, on va dire, ça fait partie des accroches qui permettent de rentrer encore plus dans l'écran en fait. C'est pas l'écran qui vient jusqu'à nous, c'est nous qui rentrons à l'écran. Et sur le coup, je trouve que la démarche d'un joueur de jeux vidéo par rapport à la démarche d'un consommateur de télévision par exemple est beaucoup plus active. Briser un peu l'idée qu'on s'en fait, parce que tout le monde regarde la télé pendant 2 heures et trouve ça normal, et quand quelqu'un joue pendant une demi-heure à un jeu vidéo, il s'abrutit. En réalité, c'est l'inverse. Et dans l'exposition, est-ce que vous arrivez à déceler une référence au pop art? Peut-être sur les 3 choses que j'ai fait qu'esquisser, je connais pas suffisamment, je suis pas un grand historien de l'art, je connais pas suffisamment le pop art pour aller gloser dessus comme ça au dégoté, mais voilà les 3 choses que j'avançais tout à l'heure, ce côté un peu minimaliste que j'appelais no logo, la musique,
avec des boucles un peu répétitives, bon, et puis l'utilisation des couleurs aussi, c'est des couleurs qui sont assez vives, franches, tranchées, qui sont des trucs... ouais, voilà. Enfin, à part ça, je connais pas assez le pop art pour m'attendre dessus, donc désolé.